Est-ce que c'est mieux pour vous là, le son? Dites-moi avant que je commence. Ouais, c'est bon? Allez, parfait. Top, super, merci de vos réponses rapides. Allez, on est parti. Donc, moi, je voulais faire une petite conférence, en fait, parce qu'il y a eu un petit incident il y a 15 jours de ça. Et je me suis dit que ça tombait bien pour vous apporter quelques bases, en fait, en comportement, et puis revenir sur des points de législation, parce que je pense que ça peut être pas mal. Alors, donc en gros, pourquoi la conférence? Il y a eu effectivement un incident de morsure. Je vais vous détailler un petit peu le cas après parce que vous ne devez pas tous être au courant, mais en tout cas les premières années savent un petit peu. Il faut savoir quand même que les morsures, c'est quelque chose qui est très très prépondérant en France, hein. C'est à peu près 500 000 morsures par an, sachant que c'est vraiment sous-estimé parce que logiquement on est censé avoir un observatoire des morsures qui n'existe plus. Mais en fait, comme il y a une grosse sous-déclaration des morsures, aussi bien de la part des propriétaires que de la part des vétérinaires, malheureusement, on se rend compte que c'est vraiment sous-estimé. Donc c'est 500 000 morsures minimum par an, avec de la gravité plus ou moins importante. Donc là, le rôle du vétérinaire est très important, puisque vous devez impérativement déclarer les morsures, et ça on va y revenir juste après. Alors, donc je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Le but, c'est pas du tout d'incriminer le propriétaire, le chien, la personne mordue ou quoi que ce soit. C'est vraiment de faire un point sur ce qui s'est passé et essayer de vous expliquer comment réagir dans ce genre de situation. Et puis que ce sont des choses qui peuvent arriver malheureusement. Donc en gros, c'est un chiot de 3 mois, border collie mâle entier, qui a été adopté aux alentours de 3 mois chez des particuliers en fait, relativement en campagne, donc qui n'a pas vu grand chose avant d'être adopté, qui est relativement peureux dès le départ et qui a été gardé par une amie au bout de quelques jours après l'adoption. Et donc en fait, le soir, ce qui s'est passé, c'est que le chiot s'est retrouvé à l'extérieur, sur un terrain qui était non clôturé, donc avec possibilité de s'enfuir. En pleine nuit, enfin, ou en tout cas le soir, donc on voyait moins bien. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne qui s'est fait mordre a voulu rappeler le chien. Non, c'est pas 500 000 morsures sur la même personne. Euh, je regarde votre chat en même temps, du coup ça me perturbe. Voilà, la personne a essayé de l'appeler, le chiot n'est pas venu, donc elle est arrivée derrière lui, a essayé de l'attraper. Lui a été surpris, s'est retourné, a mordu. Comme la personne mordue a tenté de maintenir le museau derrière pour le fâcher tout simplement, le chiot, quand le museau a été relâché, a remordu derrière puisque le danger ne s'éloignait pas. Donc il y a effectivement eu des morsures multiples, peu contrôlées, avec une menace persistante du fait de la menace du danger qui était toujours présent. Alors, suite à ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui m'ont dérangée, notamment, écoute, c'est un chien dangereux, tu ferais bien de le ramener. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je veux revenir. Et justement, quand on a un chien qui mord, non, on ne ramène pas le chien en élevage, non, on ne le ramène pas chez les personnes chez qui on l'a adopté. La première chose à faire, c'est de l'amener chez le vétérinaire. En effet, il faut absolument qu'un chien qui est mordu soit mis sous surveillance. Donc ça, c'est l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 1997. Vous finirez par le retenir parce que de toute façon, on va vous le rabâcher pendant toute votre scolarité. Donc il faut absolument mettre sous surveillance le chien. Donc ça, c'est un vétérinaire sanitaire qui peut le faire uniquement. Et il y aura 3 visites. Donc la première visite doit s'effectuer dans les 24 heures après la morsure. La deuxième visite s'effectue à 7 jours et la troisième visite s'effectue 15 jours plus tard. Pendant ces visites, il y a interdiction de vacciner contre la rage uniquement après le 15e jour de mise sous surveillance. Alors, la mise sous surveillance, pourquoi est-ce qu'elle dure 15 jours? Parce que, en fait, le principe, c'est vraiment de vérifier que pendant ces 15 jours, l'animal ne présente pas de signes cliniques de rage. S'il y a des signes cliniques de rage, ça veut dire qu'au moment où il a mordu la personne, il était excréteur, donc il y a un risque de contamination. Donc en fait, on ne dit pas que l'animal n'est pas porteur, on dit juste qu'au moment de la morsure, si au-delà des 15 jours il ne présente pas de signes cliniques, alors dans ces cas-là, il n'a pas pu transmettre la rage à la personne mordue.
Donc ça, c'est impératif, c'est pour ça qu'on met en place ces 15 jours de surveillance. Pendant ces visites sanitaires, comme il y a potentiellement un risque, parce que le chien a mordu, peu importe le chien, il faut faire attention à l'examen clinique que vous allez faire. C'est-à-dire, il faut vraiment que ce soit un examen clinique qui soit rapide. On n'est même pas vraiment obligé de toucher l'animal. Ce qui compte, c'est de vérifier l'identification de l'animal. Donc surtout à la première visite, si l'animal n'est pas identifié, il faut que vous l'identifiez. Sinon, vous ne pouvez pas faire de déclaration. Ensuite, il faut poser des questions au propriétaire s'il ne voit pas des signes en faveur de la rage. Donc, par exemple, des troubles neurologiques, des problèmes locomoteurs, des signes, des troubles neurologiques, une photophobie, une hydrophobie, ce genre de choses, ou un comportement plus agressif qui augmente au cours de la période. Donc ça, c'est vraiment important. Donc finalement, de poser les questions aux gens et d'observer l'animal. Mais vraiment, pas forcément d'examen clinique complet. Vous n'allez pas regarder les yeux, la bouche, les dents, etc. puisque vous risquez de prendre plus de risques, surtout si c'est un animal agressif. Il vaut mieux éviter de faire un examen clinique complet. Alors, pendant ces visites, vous allez également remplir un document qui est spécial pour les déclarations de morsure, donc qui se comporte de 5 feuillets à chaque fois. Vous allez remplir en fait le nom de la personne mordue, le nom de l'animal, l'identification de l'animal, quand est-ce qu'il a mordu, le nom et les coordonnées du propriétaire et de la personne mordue. Vous certifiez comme quoi l'animal ne présente pas de signe de rage ce jour-là et vous spécifiez quand est-ce que seront les prochaines visites. Alors, les 5 feuillets doivent être distribués à différentes personnes. Il y en a un pour la personne mordue, un pour le propriétaire, un pour la direction départementale de cohésion sociale et de la protection des populations, un pour l'autorité investie des pouvoirs de police et un qui est gardé par le vétérinaire. Donc, quand j'entends le chien, il est dangereux, tu aurais dû le ramener, etc. Non, déjà, on ne peut pas le ramener. La première chose à faire, c'est le mettre sous surveillance. Ensuite, il y a d'autres choses qui vous sont demandées. Donc là, je vous laisse lire tout simplement le PPT pour le nom des lois. Encore une fois, vous allez les connaître par cœur une fois qu'on vous l'aura rabâché 10 fois. Il faut déclarer absolument la morsure en mairie. Donc, idéalement, dans les 15 jours après la morsure, quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas dans les 15 jours, à partir du moment où vous avez connaissance d'une morsure, vous devez la déclarer en mairie. D'autant plus si le chien présente un risque. Vous allez être confronté pendant toute votre expérience professionnelle à des gens qui vont venir, qui vont vous dire mon chien il a tel problème, machin. Et puis tiens, j'y pense, l'autre jour il a mordu le facteur, ou l'autre jour il a mordu un tel, dans telle circonstance, etc. Ça, il faut absolument le déclarer en mairie, puisque c'est à cause des sous-déclarations qu'on se retrouve avec des lois stupides sur les chiens de catégorie, par exemple, où on considère que certains chiens sont plus dangereux que d'autres par rapport à leur faciès, etc. Si finalement on déclarait correctement les morsures, on s'apercevrait que c'est pas ceux auxquels on pense le plus qui mordent le plus. Donc vraiment déclaration en mairie, il suffit simplement de contacter la mairie par mail. Logiquement, ils ont des adresses spéciales, mais bon, c'est pas toujours évident. Et puis vous signifiez que d'après la loi, machin, vous déclarez telle morsure. Donc le propriétaire de tel chien identifié à tel numéro a mordu telle personne tel jour. Et on peut expliquer un petit peu les circonstances, quoi. Voilà. Et par exemple, si vous avez un animal qui est très très dangereux, moi ça m'arrive parfois à la mairie de signaler, attention, faites bien une évaluation, demandez spécifiquement une évaluation comportementale, parce que pour moi ce chien est dangereux. Voilà. Ensuite, donc d'après l'article L211-14-2, il faut également réaliser une évaluation comportementale qui doit s'effectuer normalement durant la mise sous surveillance, donc pendant les 15 premiers jours, et il faut qu'elle soit transmise au maire. Donc l'évaluation comportementale, elle peut être réalisée uniquement par des vétérinaires qui sont inscrits sur des listes départementales. Là, il suffit encore une fois de vous inscrire simplement. Alors, n'importe quel vétérinaire peut s'inscrire. Très sincèrement, moi, je vous conseille de faire des formations exprès pour savoir faire une évaluation comportementale, parce que c'est pas si facile. L'évaluation comportementale permet de déterminer quel est le niveau de dangerosité de l'animal. Et c'est difficile parfois de prendre la décision de devoir l'euthanasier. Donc, pour ça, il faut être correctement formé. Il y a notamment la VAC qui forme sur les évaluations comportementales.
Donc effectivement, cette évaluation, ça va être une consultation qui va durer 3/4 d'heure, 1 heure, et vous êtes là pour évaluer la dangerosité. Donc vous êtes là pour tester un petit peu l'animal. Alors encore une fois, on n'est pas là pour faire peur au chien de manière déraisonnée, pour lui mettre une claque dessus ou quoi que ce soit, ça c'est complètement interdit. Le but c'est de le tester dans des circonstances normales. C'est-à-dire que vous allez par exemple demander à quelqu'un de rentrer dans la salle en toquant, vous allez faire tomber quelque chose par terre, vous allez faire un examen clinique, voir comment il supporte la contention. Attention, on muselle l'animal s'il y a un risque particulier. Vous allez le faire déambuler un petit peu dans la salle, voir comment il se comporte avec les personnes qu'il ne connaît pas, avec les chiens. Et l'idéal, c'est de commencer la consultation à la sortie du véhicule du propriétaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va déjà observer l'animal, comment il se comporte avec son propriétaire, comment il se comporte en arrivant dans la salle d'attente. Idéalement, vous le mettez un petit peu sur le parking, voir comment il se comporte face aux voitures qui passent, face aux gens qui passent, etc. Et donc le but c'est de l'évaluer dans des conditions un petit peu basiques. Voilà. Et on va déterminer donc le niveau de dangerosité, sachant qu'il y a 4 niveaux de dangerosité de 1 à 4. 1, c'est vraiment pas de risque en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine, et ça augmente jusqu'au risque 4, où là on a un niveau de dangerosité très très élevé et on peut avoir une demande d'euthanasie de l'animal. Enfin, en fonction du niveau de dangerosité, de s'il y a eu des plaintes qui ont été portées, etc., le maire peut demander une formation du propriétaire, comme ça se fait sur les chiens de catégorie, et il peut également demander le placement de l'animal s'il considère que les propriétaires ne sont pas compétents pour le garder. Donc ça, c'était le premier point. Donc effectivement, après morsure, on fait tout ça. Ensuite, j'ai entendu par rapport à ce chien qu'il était dangereux, qu'il aurait fallu le retourner, qu'il aurait fallu lui mettre des coups de pied, bref, des choses pas très très jolies. Faut pas oublier quand même que vous êtes vétérinaire, que vous allez apporter des informations à vos clients et que c'est juste pas possible d'apporter des informations comme celle-là. Donc, juste une petite diapo, certes qui n'est pas très très sympa, mais il faut quand même que vous vous rendiez compte qu'il y a des peines qui sont encourues en cas de maltraitance animale et que si on vous prend dans la rue en train de mettre un coup de pied à votre chien, ça peut aller très très loin et surtout que ça n'amène rien du tout. Donc on en rediscutera après. Mais très clairement, les méthodes coercitives, oui effectivement ça marche, mais sincèrement au niveau psychologique, les dégâts que ça fait, c'est vraiment pas bon. Il n'y a aucun intérêt à faire ça, donc il y a plein d'autres méthodes qui fonctionnent, donc on évite. Donc effectivement, tout ce qui est des mauvais traitements, c'est sanctionné à 750 € d'amende. Si ça va plus loin, il peut y avoir jusqu'à de l'emprisonnement. Donc attention à ne pas faire ce genre de choses. Donc quand j'entends il y aurait dû y avoir... oui, je vois le chat, oui, effectivement. Quand j'entends qu'il faut donner un coup de pied ou quoi que ce soit, ça c'est juste inadmissible de la part d'étudiants vétérinaires. Certes, vous n'êtes pas énormément formés en comportement, mais je suis là pour ça et justement, je vais essayer de vous donner le plus possible de conférences là pendant ce confinement. Ça vous occupera un peu et moi aussi. Mais surtout, je ne veux pas entendre ce genre de choses. Pareil, de retourner l'animal. Je suppose que c'était pour dire que vous vouliez le soumettre. Un chiot, ça n'a pas du tout de notion de dominance, donc il n'y a aucun intérêt à le soumettre. Et encore une fois, la soumission, c'est pas forcément retourner le chien, hein. La mère du chiot n'apprend pas forcément à son chiot à se soumettre en le mettant sur le dos. Elle peut juste lui mettre la patte dessus. Rien que le fait de tourner la tête, etc., c'est un signal d'apaisement et de soumission. Donc attention à ce que vous dites, parce que surtout que nous, on a des oreilles partout, donc, et ça remonte vite dans mes oreilles. Alors maintenant, on va passer à la gestion comportementale. C'est ce qui vous intéresse certainement le plus. Alors, que faire dans ce genre de situation ? Eh bien, le premier point, c'est d'éviter ce genre de situation. Ça semble fou, mais finalement, en fait, quand on vient d'acquérir un chiot qui est potentiellement un peu timide, eh bien, on fait très attention. On évite de le confier à quelqu'un qui ne connaît pas et surtout, on évite de le mettre dans un endroit non clos où vous avez un risque que le chiot s'éloigne, s'en aille, que vous le perdiez. Et si vous le perdez, vous allez devoir lui courir derrière. Et du coup, à ce moment-là, il peut y avoir un danger et pour l'animal et pour vous. Donc on évite ce genre de situation. Je ne dis pas que ça a été... je reproche rien ni au propriétaire ni à la personne qui a été mordue, hein. Ça peut arriver, moi aussi je me suis fait mordre, j'ai été surprise, mais par contre ce à quoi il faut penser, c'est que à chaque fois qu'on se fait mordre, il faut se remettre en question, parce que peut-être que ça vient pas forcément de l'animal, ça vient peut-être de nous aussi et d'une mauvaise communication. Donc faites attention, évitez ce genre de situation où l'animal vient juste de quitter toute sa fratrie, il se retrouve avec des gens qu'il ne connaît pas, il se retrouve dans un environnement inconnu, dans la nuit où il voit un peu moins bien, il est stressé, donc forcément ça peut arriver. Deuxième chose, on ne surprend jamais un animal.
Ça, il faut vraiment que vous fassiez attention. Même les animaux les plus sympas du monde, moi j'ai un chien, franchement, on peut lui faire énormément de choses. Il est vraiment, vraiment cool. Par contre, je sais que quand je veux m'intéresser à lui, l'interpeller, le toucher, je le préviens toujours. Ça, c'est vraiment, vraiment important parce que sinon, vous avez un risque qu'il soit surpris et qu'il vous grogne dessus ou qu'il vous morde. Donc, on ne le surprend jamais, on intervient toujours en l'interpellant d'abord. Ensuite, quand il y a une agression de ce genre, on s'éloigne après l'agression. On ne revient pas dessus, on n'essaye pas de punir l'animal parce qu'en fait, si le chien interagit comme ça, le but c'est de vous faire fuir. Donc si vous restez, il va continuer à vous menacer. D'autant plus sur un chien qui a peur. Donc là, quand vous vous faites agresser, systématiquement vous vous éloignez. D'accord ? Et un dernier conseil, utilisez le renforcement positif. Moi, si j'avais été dans cette situation-là où le chiot se serait retrouvé dehors, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais essayé de l'interpeller, d'accord ? Il sait que vous êtes là. Quand vous l'interpellez, il connaît un minimum son prénom, donc il sait que vous êtes là. Vous essayez de vous mettre sur le côté pour qu'il vous voie plus facilement. Et ensuite, vous utilisez des friandises, un jouet qui fait pouic, vous tapez dans les mains, quelque chose pour l'interpeller et qui vous regarde. Vous vous mettez au sol et vous essayez de l'attirer. Ne restez pas debout, statique, dans le noir parce que ça va l'impressionner plus qu'autre chose. Essayez de vous rapprocher de lui, de l'attirer avec des friandises et surtout, prenez votre temps. D'accord ? Donc quand c'est comme ça, on essaie de l'attirer. Et si vous voyez qu'il vous menace, vous vous éloignez, vous vous mettez toujours de profil. Utilisez les mêmes signaux d'apaisement qu'un chien en fait. Moi, un chien qui me menace, qui n'est pas à l'aise ou quoi que ce soit, je tourne la tête tout simplement. C'est pour lui signifier que je ne suis pas un danger, que je ne suis pas là pour l'agresser. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, il faut comprendre que le chien, ce que vous exigez de lui, c'est qu'il comprenne votre communication, mais il faut aussi comprendre la sienne et essayer de communiquer comme lui. Donc voilà comment vous pouvez essayer de réagir dans ce genre de situation. Alors, maintenant on va parler un petit peu de l'agression, parce que je pense que c'est très important, vous allez y être confronté pendant toute votre carrière professionnelle. Il ne faut pas oublier que les agressions de manière générale font partie du répertoire comportemental du chien normal. Attention, je précise bien du chien normal. Donc tout chien équilibré peut agresser et il n'y a pas forcément de pathologie derrière. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une séquence d'agression se déroule en 3 phases. Toute séquence comportementale se déroule en 3 phases. Il y a toujours une phase appétitive, une phase consommatoire et une phase d'apaisement. Par exemple, pour le repas, le comportement d'alimentation, la phase appétitive, ça va être du ptyalisme. Vous avez des chiens qui se mettent à saliver. La phase consommatoire, c'est je mange. Et la phase d'apaisement, c'est j'arrête de manger, je fais mon rototo et je vais me coucher derrière. Ok ? Pour le comportement d'agression, vous avez la phase appétitive qui est la phase de menace. Donc vous allez avoir des grognements, de la piloérection, du retroussement de babine, voilà, ce genre de choses, un corps très tendu, voilà. Alors le genre de commentaire, moi un chien me mord le bras, il se pète les ratiches. Bon, je préférais éviter ce genre de commentaires dans le chat, mais c'est pas grave. En phase consommatoire, donc c'est la morsure, et en phase d'apaisement, donc vous allez avoir soit la fuite du chien, soit l'éloignement du danger. D'accord ? Une agression devient anormale et est considérée comme anormale lorsque la fréquence est anormale, c'est-à-dire un chien qui passe son temps à agresser. L'intensité est anormale, c'est-à-dire un chien qui va mordre excessivement alors que vous émettez des signaux d'apaisement ou alors qu'il n'y a pas de raison. Et lorsque c'est complètement imprévisible ou sans lien avec la réalité, c'est-à-dire un chien qui d'un coup se retourne sur vous alors que vous étiez à côté, qu'il ne se passait absolument rien. Donc ça, il faut faire très attention. Et également quand ça devient instrumentalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ni de phase appétitive, ni de phase d'apaisement. Donc c'est-à-dire un chien qui ne menace pas, qui passe directement en morsure et qui derrière ne s'apaise pas, donc qui continue de mordre ou qui continue de menacer. Voilà, donc on a différents types d'agressions, donc je vais vous les évoquer toutes les 4. Et puis on va revenir sur notre cas clinique et essayer de déterminer quel était le type d'agression, sachant que c'est pas toujours évident de savoir quelle était l'agression qui était en cours. Donc on a l'agression hiérarchique, je vais l'évoquer très rapidement et ça je pense que si ça vous intéresse, je répondrai à vos questions après, il n'y a pas de souci, vous me les reposerez derrière parce que là sinon ça va trop perturber la conférence. On en rediscutera éventuellement dans une autre conférence si ça vous intéresse, on en reparlera à la fin de la hiérarchie, de la dominance, etc. Je pense que c'est très très important qu'on fasse un point là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de gens qui pensent un tas de choses, vous avez beaucoup de choses qui passent sur les réseaux sociaux et je pense qu'il faut qu'on se fasse un point là-dessus.
Donc, on en discutera une prochaine fois. En tout cas, vous avez l'agression hiérarchique. Alors, l'agression hiérarchique, ça se déroule dans un contexte de compétition avec le propriétaire autour d'une ressource. Donc, ça va être par exemple un chien qui a un statut hiérarchique mal défini, qui ne sait pas trop où il se situe parce que le propriétaire lui donne pas une place qui soit correcte pour lui, et donc le chien ne sait pas trop où il en est. Et donc, il va protéger par exemple son jouet. Quand il est sur le canapé, qu'on va lui demander de descendre, il va grogner, ce genre de choses. Donc là, les menaces, ça se manifeste par des babines retroussées, souvent des grognements. La morsure est contrôlée, donc c'est-à-dire que le chien va pincer, mordre une fois, sans perforer la peau, et il arrête sa morsure. Donc il contrôle parfaitement. Et ensuite, il y a un signal d'apaisement qui va se manifester soit par du léchage, donc de la personne, ou du chien avec lequel ça s'est produit, ou des chevauchements également. En général, il va y avoir un contact en tout cas avec la personne qui l'a mordu. Ensuite, on a l'agression par irritation. Alors, l'agression par irritation, elle se manifeste uniquement dans des contextes de crainte, de frustration, de douleur. Donc, ça va être typiquement l'agression qui va se produire chez le vétérinaire. Vous avez un chien qui a énormément mal à la patte, vous devez lui faire une radio au membre pelvien ou au membre thoracique. Vous étirez le membre et vous ne faites pas attention, le chien a mal, vous n'avez pas fait d'anesthésique ou d'antalgique, etc. Et là, le chien se retourne et vous mord. Typiquement, c'est dans un contexte de crainte, de douleur, ou alors une contention excessive, ou de la frustration, etc. Des chiens qui sont très très excités, qui au moment de l'excitation, en fait, vont mordre parce qu'ils ne savent plus trop gérer leur excitation. Donc attention, ça peut être des agressions qui peuvent être légitimes. Donc là, je reviens sur le fait qu'effectivement, l'agression fait partie du répertoire comportemental normal du chien. Il y a 2 moments où vous pouvez avoir des agressions par irritation et où c'est toléré en fait. Alors certes, ça ne va pas vous plaire que votre chien vous grogne dessus, vous agresse, mais en fait, il a tout à fait le droit de vous agresser à ce moment-là. Alors les petits bruits que vous entendez au fond, c'est mon chien qui est en train de rêver. Désolée, nous aussi on a un toutou et lui il se sent très très bien, donc il est en plein rêve, il se fait plaisir. Donc l'agression peut effectivement être complètement légitime dans 2 circonstances. Lorsque le chien est en train de manger et que vous mettez la main dans la gamelle. Alors ça, c'est un grand classique des anciennes méthodes des éducateurs. Il y en a plein qui ont appris ça. Vos parents vont vous apprendre ça. Certains parents vont vous apprendre ça, puisque c'était les anciennes méthodes. Non, pas du tout. Un chien qui mange, on le laisse tranquille. On ne s'amuse pas à mettre la main dans la gamelle de le déranger pendant son repas. À partir du moment où vous avez fait une séquence, où vous lui avez demandé de s'asseoir, où vous avez fait des tours multiples, vous l'avez autorisé à manger, derrière, vous ne l'empêchez plus de manger. Vous ne mettez pas la main dans la gamelle. Ça, c'est vraiment important. Oui, c'est le plus beau des azous, je suis d'accord. Donc ça, il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Il faut vraiment respecter son repas. Vous ne voulez pas qu'il vienne vous embêter pendant que vous êtes à table. N'allez pas l'embêter pendant son repas. Ce qui est autorisé, c'est ce que vous devez pouvoir faire, c'est d'arrêter votre chien pendant le repas. C'est-à-dire qu'il a commencé à manger, vous pouvez lui dire stop. Comme ça, vous pouvez récupérer ce qu'il y a dans la gamelle, mais n'allez pas mettre la main dans sa gamelle, ça c'est interdit. Et vous allez me dire, oui, mais si on a des enfants, comment on fait? Si on a des enfants en bas âge, en présence du chien. Déjà, on ne laisse jamais des enfants en présence d'un chien tout seul. Et pendant le repas du chien, on met les enfants à l'écart. Ça, c'est tout à fait possible. Un chien, ça s'éduque, des enfants, ça s'éduque aussi. Donc on apprend aux enfants à ne pas mettre les mains dans la gamelle. Ok. Deuxième possibilité où le chien a le droit de grogner, il faut faire très attention, c'est lorsqu'il est dans son lieu de couchage. D'accord. Quand il est en train de dormir et que vous allez l'embêter, lui faire des caresses, etc., il a le droit de grogner. Il est dans son lieu de repos. C'est sa chambre à lui. Vous, votre chambre, elle est plus ou moins accessible à votre chien. Vous acceptez, la plupart du temps, vous acceptez pas du tout qu'il vienne dans votre chambre. Donc, respectez. C'est son endroit à lui, c'est son endroit de repos, son endroit où il est puni parfois. Donc, laissez-le tranquille. Si vous voulez lui faire un câlin alors qu'il est dans son lieu de couchage, demandez-lui la permission, appelez-le. Il vient, tant mieux, c'est qu'il était réceptif. Il vient pas, c'est qu'il n'a pas envie et qu'il a envie d'être tranquille. Donc retenez bien ces 2 situations-là, et ça, il faudra l'apprendre à vos clients, et surtout, il ne faudra pas que vous le fassiez, vous, sur vos chiens. Alors, donc ces agressions par irritation, ça se manifeste par des menaces. Donc ça va être des grognements qui vont être plus ou moins marqués. En effet, ça va dépendre du caractère du chien. Vous avez des chiens qui sont avec un caractère assez fort, des chiens qui sont plutôt craintifs de base. Donc les chiens qui sont plus à l'aise dans leurs pattes, ils vont manifester des grognements plus marqués, avec un corps qui va être plus tendu et plus dressé. Alors que des chiens qui sont plus anxieux, ils vont avoir des grognements qui sont plus sourds et avec un corps plutôt affaissé. D'accord. La morsure, elle va être, pour un chien qui a un caractère un peu plus important, rapide
et bien appuyé et on va avoir des nouvelles menaces. Si par contre c'est un chien qui est plutôt anxieux, souvent ça va être des morsures qui vont être incontrôlées et projetées avec plusieurs projections de la tête, etc. et qui peuvent être répétées. Et donc ça se termine par l'éloignement du chien ou du danger. Alors là, dans le cadre de notre chiot, on peut être justement typiquement sur une agression par irritation, mais on va faire un point juste après avec l'agression suivante. Donc le troisième type d'agression, c'est les agressions par peur. Normalement, elles se manifestent uniquement en contexte fermé. Donc c'est-à-dire, ça va être des chiens qui vont être réfugiés sous un meuble, sous une table, acculés dans une cage, qui vont être attachés en laisse. En gros, des chiens qui ne peuvent pas fuir. Donc là, dans ce contexte de peur, on va être vraiment avec une absence de phase de menace. Donc un chien qui va directement mordre. On va avoir souvent des manifestations neurovégétatives, donc c'est-à-dire vidange des glandes anales, mydriase, pythialisme, miction, défécation, sudation des coussinets, ce genre de choses. La morsure va être tenue et délabrante. En général, ça fait des dégâts, puisque c'est comme vous, en fait, quand vous avez peur, en général, vous contrôlez plus bien vos émotions, et si vous tapez quelqu'un, là, ça va être, on a une montée d'adrénaline, et paf, ça part très fort. L'arrêt de la séquence va se manifester si le chien peut fuir ou si le danger s'en va. Donc là, justement, sur notre chiot, on était plus ou moins en contexte fermé, c'est-à-dire que la personne a essayé de l'attraper. Et donc, je pense qu'il s'est senti acculé, le chien, vraiment. Donc, on est un peu entre une morsure par irritation, une agression par peur. On n'est pas vraiment dans un contexte fermé dans le sens où... oui, ça fait des chocs à pic, tout à fait. On n'est pas vraiment dans un contexte où le chien ne pouvait pas fuir, puisqu'effectivement, il était dans un milieu ouvert. Mais il était vraiment dans un contexte de peur, où il a été surpris. On a essayé de l'attraper par derrière, donc finalement, il était quand même acculé et piégé. Donc, on est à moitié entre la contrainte... on pourra parler des Malinois à la fin, il n'y a pas de souci. On est à moitié entre la contrainte et la peur. Et effectivement, ce qui me fait douter, c'est qu'il n'y a pas eu de menace. A priori, après, je n'ai pas vu la morsure. Donc, moi, je ne fais qu'en fonction des faits. En fonction de ce qu'on me raconte, puisque j'ai pas pu voir ce qui s'était passé. Mais ça peut être aussi bien une contrainte que de la peur. Je pencherais plus pour une agression par irritation dans le cadre d'une contrainte avec un chien qui est très anxieux, assez peureux de base, qui vient de quitter son environnement qu'il avait connu depuis le départ, donc il se retrouve dans un environnement complètement inconnu avec une personne qu'il ne connaît pas, et donc qui par crainte mord, ne contrôle pas bien du fait de la peur, et qui derrière remenace puisque le danger est toujours présent. Il n'aurait pas remordu si la personne s'était éloignée. Voilà. Pardon. Hop. Dernier type d'agression, agression territoriale et maternelle. Alors l'agression territoriale, tout bêtement, ça se passe aux frontières du territoire. Donc ça va être tous les chiens que vous voyez souvent quand vous vous baladez dans la rue avec votre propre chien ou vous vous baladez tout seul. Les chiens qui se jettent sur les grillages là, et qui aboient, qui grognent, etc. Donc ça, c'est des agressions de protection de territoire, donc des agressions territoriales. Donc ça se produit en général au départ ou à l'arrivée des intrus et en bordure de territoire. Donc souvent, ils vous accompagnent tout le long du grillage en vous menaçant, l'air de dire « tu t'approches pas de chez moi ». Donc la phase de menace, c'est vraiment des aboiements, grattage au sol. Les morsures, ça va être des charges, en fait, vraiment le chien qui va vous foncer dessus, et ça va être plus des pincements, d'accord? Donc il va vous attraper les mollets, des choses comme ça, mais c'est vraiment très contrôlé, et ça va cesser dès que les intrus vont s'en aller, en fait. Et l'apaisement va se manifester par des aboiements, du marquage, voilà, et une reprise de la surveillance, donc avec des chiens qui se remettent à contrôler le territoire. L'agression maternelle, attention, 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 si vous êtes avec des chiennes gestantes, donc qui vont faire des protections déjà, qui vont protéger des objets, ou des chiennes qui ont déjà des petits, l'agression peut être très très grave. Donc là, elles vont être vraiment en protection, soit d'objets, soit des chiots. La menace va être très brève et l'attaque est très rapide, violente et très délabrante, puisqu'elles sont là vraiment, c'est l'instinct de survie, donc elles protègent vraiment leurs petits, donc là il faut faire très attention. Et l'apaisement se fait au moment du retour au nid. Voilà pour les 4 types d'agressions. Là, je voulais juste vous faire un petit point, c'est presque fini. Je voulais juste vous faire un petit point sur le syndrome de privation sensorielle parce que justement, je pense que ce chiot est atteint de cette pathologie-là. Donc effectivement, j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure, c'est un chiot qui a quitté son milieu de développement assez tardivement, c'est-à-dire au-delà des 3 mois. C'était un milieu qui était hypostimulant, plutôt en campagne, où a priori, de ce qu'on sait, il n'a pas vu grand-chose, il n'a pas été beaucoup sorti en dehors du jardin, donc il n'a pas forcément vu beaucoup de monde, beaucoup de voitures, beaucoup de bruit de ville. Et du coup, on peut avoir ce genre de troubles du développement
développement. Donc il existe 3 troubles du développement, le syndrome de privation sensorielle, dont je vais vous parler rapidement, hein, on n'est pas là pour faire un cours là-dessus et on en parlera plus tard si vous voulez. Vous avez le HSHA, donc hypersensibilité, hyperactivité, donc les chiens hyperactifs. Et vous avez la dissocialisation primaire, donc des chiens qui n'ont absolument aucun code de communication. Alors ces troubles du développement existent en fait et sont liés à la période sensible. La période sensible du chien évolue de 3 semaines à 3 mois. Donc c'est la période durant laquelle le chiot doit découvrir le plus possible de choses pour éviter des troubles du développement par la suite. Et donc là, comme il est sorti à 3 mois de son milieu hypostimulant, on a potentiellement un risque de syndrome de privation sensorielle. Donc en fait, c'est véritablement une inadéquation entre le milieu de développement, donc souvent un milieu hypostimulant, avec le milieu de vie actuel. Donc si vous prenez un chiot en campagne, qui a plus de 3 mois, et que vous le mettez en campagne, donc c'est-à-dire qu'il va voir ses propriétaires, une voiture tous les 36, et qui va sortir dans la forêt et dans les champs, en général, vous n'avez pas de souci. Par contre, si vous déménagez derrière en centre-ville, là, ça risque de poser problème. D'accord ? Donc ça va se manifester tout simplement par des manifestations de peur face à tout nouveau stimulus. Donc par exemple, la première fois qu'il va sortir dans la rue, qu'il va voir un camion poubelle passer, il risque d'avoir un mouvement de retrait, reculer, vous essayez de s'enfuir le plus possible, suriner dessus, etc. Toutes les choses qu'il n'aura jamais connues vont créer de la peur chez lui. Alors on a des chiens qui s'adaptent plus ou moins bien, hein. Là je pense tout simplement le chiot, moi je l'ai vu, juste pour vous dire, les choses ont été faites en règle, hein. Il y a eu les suivis mordeurs, l'étudiante fait très attention à son chiot et on va le suivre un maximum. Pour moi ce chiot ne présente pas de danger, je préfère faire un point là-dessus justement. Vraiment pour moi c'est pas un chiot qui présente du danger, c'est juste un chiot qui est un peu anxieux, c'est un type border donc plus sensible, hein. Faut pas oublier que c'est un chien de berger. Il a des capacités d'adaptation énorme. Quand je l'ai vu, moi ça faisait à peine 24 heures qu'il avait mordu. Le chiot est venu me voir, certes avec un petit peu de retrait, un petit peu d'anxiété, mais une fois qu'il me connaissait, c'était terminé et hyper facile de l'approcher. Il a été très facilement manipulable. Il a de très bons autocontrôles, donc je ne suis pas inquiète par rapport à ça. Juste pour faire un point et pour soutenir un petit peu la propriétaire. Moi, je ne suis pas inquiète par rapport à lui. Après, bien sûr qu'il faudra faire attention parce que justement, s'il a un syndrome de privation sensorielle, il risque de déclencher de la peur facilement face à des stimuli qu'il n'a jamais connus. Souvent, les motifs de consultation, ça va être des peurs de sortir dans la rue, des peurs de plusieurs choses, notamment des humains ou de certains types d'humains, et on peut avoir de la malpropreté aussi. Donc sur le syndrome de privation sensorielle, vous avez 3 stades. Le stade 1 qui est un stade de phobie, phobie ontogénique, donc ça va être un petit nombre de stimuli en fait qui sont bien déterminés, qu'on arrive à identifier et qui font peur à l'animal. Donc l'apparition de ces phobies est constatée dès les jours qui suivent l'arrivée du chiot et le chiot a une forte tendance à l'anticipation. Et c'est pour ça que parfois vous avez de la malpropreté parce qu'en fait le chiot a tellement peur de sortir dans la rue parce qu'il a peur des voitures que du coup il est malpropre puisqu'il ne veut pas sortir à l'extérieur. Donc vraiment on a beaucoup d'anticipation, il a peur des voitures, du coup il anticipe dès qu'on sort la laisse, il veut absolument pas, il se met en retrait, il a très peur parce qu'il sait que dehors c'est source de stress. Le stade 2, donc c'est le stade d'anxiété de privation. Donc là, en fait, on a un nombre de phobies qui est très important et souvent, on n'arrive plus à déterminer ce qui lui fait peur. Donc vraiment, on rentre dans un état d'anxiété permanente avec une forte inhibition de l'animal. Beaucoup de choses lui font peur et en fait, on a l'impression que tout lui fait peur finalement. On n'arrive pas à identifier pourquoi il manifeste de la peur à ce moment-là. Et là, on a vraiment un chien qui est plutôt dans l'inhibition, qui va avoir une exploration qui est statique et on va avoir des postures d'expectative qui apparaissent. Donc, c'est-à-dire les postures d'expectative, c'est un chiot qui en gros va explorer du bout du museau, donc il va tendre le museau le plus possible sans jamais bouger ses pattes arrière. D'accord ? Donc vraiment pour essayer de sentir le danger mais sans trop bouger. Donc souvent c'est des chiots qui vont ingérer l'alimentation sur des courtes périodes, plutôt la nuit, et qui vont pas supporter les changements. Donc c'est-à-dire que si vous avez pris l'habitude de le sortir tous les jours, de faire ce petit tour de pâté de maison là, le jour où vous changez de balade, là c'est la panique et tout l'inquiète. Et le stade 3, donc c'est le stade de dépression de privation. Donc là, on est vraiment dans un stade, dans un état dépressif chronique. Donc c'est-à-dire que c'est un chiot qui va avoir des troubles du sommeil, qui peut présenter des conduites somesthésiques, c'est-à-dire du léchage, beaucoup de bâillements, qui peut vraiment se ronger les ongles, se ronger les pattes, tourner autour de sa queue, etc. Donc c'est vraiment des chiens qui sont inhibés en fait complètement et qui sont en stade de dépression, donc un chiot qui est complètement anormal, vous n'arrivez pas à le faire jouer, vous n'arrivez pas à le stimuler ou quoi que ce soit, il est vraiment reclus dans son monde.
Voilà, donc je pense que potentiellement ce chiot, il peut avoir un syndrome de privation sensorielle et c'est pour ça que je voulais vous faire un point là-dessus. Donc en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est que cette morsure, elle peut se comprendre. C'est pas admissible, c'est pas acceptable qu'un chien morde, ça je suis bien d'accord avec vous, mais il faut comprendre qu'un chien peut mordre et que ça fait partie du répertoire comportemental de l'animal et que pour moi ce chiot ça se comprend tout à fait qu'il est mordu compte tenu des circonstances, d'accord? Je dis pas que c'est acceptable, mais pour moi c'est pas pathologique et c'est pas anormal et à sa place beaucoup de chiots auraient réagi de la même façon, surtout dans les circonstances dans lesquelles il a été élevé. Donc maintenant, voilà, il aurait fallu interagir avec lui différemment, mais il faut comprendre que ça peut arriver et qu'il n'y a pas forcément quelque chose d'anormal là-dedans, et que du coup c'est un chiot qui a eu peur et qui, pour éloigner le danger, a menacé et a mordu. Ok? Donc en conclusion, ça je pense que c'est très très important. La première phrase, il faut que vous la reteniez vraiment bien. On ne peut pas tout faire à son chien. Ça, c'est vraiment, vraiment important. J'ai discuté avec certains étudiants la suite à la morsure. On m'a dit oui, mais c'est pas normal que le chien il morde. Moi, je comprends pas. J'accepterai pas que mon chien il le fasse. Oui, c'est sûr. On n'a jamais envie que notre chien il nous grogne dessus, il nous morde ou quoi que ce soit. Mais en fait, il faut comprendre qu'on peut pas tout leur faire. Ça reste des êtres vivants. Et vous ne pouvez pas exiger de votre chien qu'il accepte tout. Je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, ça s'est produit avec le mien. Mon chien, il a eu une griffe qui était fendue en deux et ça lui faisait extrêmement mal. Donc il avait des soins, on a dû lui faire des soins à la maison, on a dû lui nettoyer la griffe régulièrement, tous les jours. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné ça lui faisait extrêmement mal, donc on a coupé la griffe à ras. Et un soir j'étais un peu pressée, je devais lui faire le soin, je sais pas, j'ai pas pris le temps tout simplement. Et en fait mon chien m'a manifesté plusieurs fois qu'il n'était pas à l'aise. Il a tourné la tête, il se léchait les babines, il s'éloignait de moi, hein, vraiment il se reculait, il était complètement blotti sur le canapé là, oui parce que notre chien a le droit de monter sur le canapé. Ça ne veut pas dire que c'est autorisé pour tous les chiens, mais en tout cas le nôtre il a le droit parce qu'il est bien, il est équilibré, il est bien dans ses pattes. Mais il était vraiment pas bien. Il m'a manifesté qu'il allait pas bien et pourtant j'ai insisté, je lui ai pris la patte et à ce moment-là il a grogné. Il a fait un petit grognement sourd, hein, genre un petit genre comme ça. Et là je me suis dit j'ai reculé. Ça m'a vexé forcément puisque c'est mon chien. C'est la seule fois où il m'a grogné dessus. Hein. Et je me suis dit merde, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Et en fait, je me suis remise tout de suite en question et je me suis dit, bah oui, forcément, Océane, t'as insisté, tu l'as forcé, ton chien, il t'a clairement dit que c'était pas le moment, que c'était pas possible, qu'il fallait que tu fasses autrement, et moi, j'ai forcé le truc. Et en fait, il a totalement le droit de me grogner dessus, et je m'en suis voulu parce que c'était clairement de ma faute. Et ça, il faut que vous pensiez bien à ça, en fait. Si vous voulez que votre chien vous respecte, il faut le respecter aussi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'aide de mon conjoint, on a récupéré des friandises, on lui a demandé gentiment de nous donner la patte parce qu'il sait très bien le faire. Il sait très bien rester en position statique aussi. On lui a appris pour faire des soins à nous donner la patte et à rester statique. Donc on lui dit de ne pas bouger. Et à ce moment-là, il a laissé sa patte tranquille. Il avait des friandises en même temps. Et ça s'est fait en 30 secondes. C'était nettoyé, fini. Et le chien était beaucoup plus à l'aise dans ses pattes et ça a été terminé. Donc pensez bien que vous ne pouvez pas tout faire à votre chien. Vous ne pouvez pas lui demander de tout accepter. Je ne dis pas que le chien doit grogner pour tout et mordre pour tout. Surtout pas. Mais c'est pour ça que vous devez travailler avec lui, l'éduquer, lui apprendre à le sociabiliser un maximum, lui apprendre la contention, lui apprendre à supporter les soins, à supporter effectivement la contrainte, donc lui apprendre progressivement à se laisser mettre sur le côté, à regarder les pattes, les oreilles, faire des soins, etc. Lui apprendre des positions statiques et surtout travailler dans le renforcement positif. Nous, on travaille que là-dedans, dans la félicitation, avec le jouet, avec la friandise. Le nôtre est très gourmand, donc c'est surtout la friandise. Il adore ça, ça passe très très bien. Donc il faut vraiment les travailler là-dessus. Mais il faut comprendre aussi qu'eux peuvent manifester un mécontentement. Donc il faut faire attention à ça et ne pas trop en exiger de votre animal. Donc il faut apprendre à communiquer avec lui et à bien communiquer avec lui, ça c'est très important. Et faire très attention aux chiens sensibles. Donc là j'en parlais sur notamment les bergers, notamment le petit chiot là qui a mordu. Ça reste un chien qui est sensible parce que c'est un croisé border, un type border. Tous les types bergers sont plus sensibles de par leur génétique, ils ont été sélectionnés là-dessus, hein, donc ça il faut le savoir quand même. Comparé à un terrier, c'est souvent des chiens beaucoup plus sensibles, les types bergers. Et en plus de ça, il a une sensibilité particulière puisqu'il a potentiellement un trouble du développement avec un syndrome de privation. Un chien qui est sorti tardivement de l'élevage, donc plus anxieux par rapport à des stimuli de l'environnement qu'il ne connaît pas. Donc faites attention à ça, puisque ça va être des chiens qui vont être plus enclins en fait à être plus sur la défensive, à manifester plus d'agressivité entre guillemets. Ok ? Eh bien, merci de m'avoir écouté. Et puis maintenant, je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez et je vais essayer d'y répondre au mieux.
Donc j'en ai vu quelques-unes passer, mais je vous laisse commencer maintenant. Là, je vois du coup, est-ce qu'on peut gronder ce chiot dans ce contexte? Non, ça sert à rien. En fait, vous avez un animal là qui est complètement stressé. Si vous le grondez et que vous vous acharnez dessus, ce sera pire. En fait, là, plus vous allez vous fâcher, plus vous allez vous énerver, plus le chien il va prendre ça pour une menace. Donc du coup, il va continuer à vous menacer et il va tenter de vous éloigner davantage. Donc non, là dans ce contexte-là, ça sert à rien de le gronder. Après, dans d'autres circonstances, si un chien vous menace et qu'il n'y a pas de raison de le faire, là vous pouvez le reprendre et dire non. Mais par contre, si là il vous menace dans ce contexte-là, il a tout à fait le droit. Donc dans ces cas-là, vous reculez et vous lui manifestez. Ok, j'ai compris, j'ai abusé, je recule. Et derrière, vous le rappelez. Ok ? Alors, bah oui, bien sûr que j'ai bien parlé. Le syndrome de privation sensorielle peut aussi toucher les chats rongeurs. Oui, les chats, oui, complètement. Complètement. Les rongeurs, je ne sais pas. J'avoue que les nacs, j'en fais très très peu. J'ai appris certaines choses. Je sais que oui, si vous ne les sociabilisez pas à plein de choses, vous risquez d'avoir des problèmes par la suite, notamment des animaux qui n'ont jamais été manipulés, par exemple les hamsters, les furets, etc., qui n'ont jamais été manipulés dans leur premier mois de vie. Clairement, vous risquez des morsures derrière parce qu'ils n'auront pas été correctement sociabilisés. Donc oui, je pense que ça doit exister. Est-ce que ça s'appelle le syndrome de privation sensorielle? Je ne suis pas sûre. Par contre, chez le chat, oui, complètement, ça existe. Est-ce que le syndrome de privation sensorielle stade 3 existe aussi chez le chat? Oui, ça existe. Y a-t-il des solutions pour aider le chat à dépasser cette peur? Bien sûr. Souvent, quand on est dans des stades dépressifs, il faut les aider par une médicalisation en fait. C'est comme tout problème cardiaque, rénal, etc. À un moment donné, il faut aussi qu'on les aide avec des traitements. Et le but, c'est ensuite de se baser sur l'attachement. Souvent, il faut créer un lien d'attachement en fait avec le propriétaire pour que derrière l'animal se sente plus en sécurité et ait envie de découvrir le monde. Mais il faut d'abord un lien d'attachement. Ça, c'est primordial pour permettre à l'animal, aussi bien au chien ou au chat, de découvrir l'environnement par la suite. Tu as parlé d'un schéma d'une morsure, sauf que certains chiens, notamment l'accident ici avec le chiot, ne préviennent pas avant de mordre. Grognement. Eh bien oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le cas d'une morsure par peur, le chien ne prévient pas, puisque du coup il est acculé. Là le chiot, je ne sais pas s'il a prévenu ou pas, je n'ai pas vu la séquence. Encore une fois, a priori il a mordu, mais quand il s'est retourné, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais effectivement il s'est retrouvé dans une situation fermée puisqu'on voulait l'attraper. Donc en situation fermée, une agression par peur, vous n'allez pas menacer d'abord. C'est comme vous, imaginez-vous, vous êtes dans la rue, il y a quelqu'un qui arrive derrière vous, vous êtes avec vos écouteurs donc vous n'entendez rien, il arrive derrière vous, il vous interpelle et vous ne l'entendez pas, et il met une main sur votre épaule, vous allez avoir très peur, et le réflexe que vous pouvez avoir en premier lieu, c'est de vous retourner et lui en coller une. C'est tout bête, mais vous n'allez pas avoir menacé avant et dit oh, tu t'éloignes. Non, parce qu'en fait vous avez eu peur, donc vous allez réagir sur le coup de la peur et vous allez directement agresser. D'accord? Donc le chiot c'est exactement pareil, le chien c'est exactement pareil. Dans ce contexte-là d'agression par peur, c'est possible qu'il n'y ait pas de menace. Encore une fois, s'il n'y a pas de menace dans d'autres contextes, là, attention, c'est qu'il y a potentiellement un problème et que l'agression est anormale. Et là, on va parler d'agression instrumentalisée. Donc là, il faut vite essayer de comprendre pourquoi le chien ne menace pas. Parfois aussi, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de menace, mais en fait, il y en a une. Un chien qui présente une mydriase, qui présente une piloérection, qui se lèche le museau, ça, c'est déjà de la menace. Et souvent, vous ne la voyez pas, mais les agressions instrumentalisées, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus courant. Ça arrive quand le chien, justement, a menacé plusieurs fois, a mordu plusieurs fois, que le propriétaire continue à faire toujours la même chose, il est obligé d'instrumentaliser, puisque finalement, le propriétaire ne comprend pas les signaux. Mais la plupart du temps, il y a quand même des signaux de menace et vous n'arrivez pas à les lire. Les propriétaires n'arrivent pas à les lire, mais souvent, voilà, le chien va s'être léché le museau. Souvent, c'est souvent ça. Il va être en mydriase, piloérection, corps tendu. Ça, c'est déjà de la menace. Donc, faites attention à ça. Par rapport aux formations pour être habilité à réaliser l'évaluation comportementale, c'est sur combien de jours? Alors, moi, la formation que j'ai fait, c'était sur 2 jours et c'était 8 heures par jour, je crois, quelque chose comme ça. 2 jours ou 2 jours et demi. Ça dépend en fait des formations que tu fais. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Par exemple, en 5e année, vous allez avoir Christian Diaz qui va vous faire une formation à l'évaluation comportementale, qui va vous apprendre aussi comment réaliser, qu'est-ce que c'est, etc. Valable pour toute la carrière ou à refaire à une certaine fréquence pour rester habilité? Non, c'est valable pour toute la carrière. Vous n'avez même pas besoin d'une formation en soi pour vous inscrire sur les listes, mais moi je vous le conseille fortement parce que c'est quand même pas quelque chose d'anodin que de donner un niveau de dangerosité. Donc faites très attention à ça. Par contre, non, c'est valable toute la carrière, la formation, mais moi je vous conseille de vous remettre au goût du jour et de vous former toujours. C'est pas parce que c'est comme moi, je suis en train de me former en comportement. Dès que je pourrai, je continuerai à me former et continuellement parce qu'il y a toujours des nouveautés, ça évolue, donc c'est vraiment important. Question technique, est-ce qu'il y a moyen de revisionner la vidéo? Alors, a priori,
Ça s'enregistre. Je ne sais pas, je vous dirai après, parce que je vais voir avec monsieur l'ingénieur qui est derrière dans la chambre. Je sais pas, je crois que oui, normalement la vidéo s'enregistre, donc vous devriez pouvoir la revoir. Et ben voilà, a priori la rediff est dispo, c'est parfait, vous vous répondez entre vous, donc c'est parfait. Est-ce qu'on peut récupérer un chien en syndrome de privation? Si pris trop tardivement, est-ce qu'on peut quand même accompagner les propriétaires ou on n'arrivera pas à des changements? Oui, bien sûr, on peut récupérer un chien en syndrome de privation. Moi, j'en ai pas mal. Vous avez beaucoup, par exemple, les chiots de physio, là. Enfin, les chiens de physio, les beagles de physio, il y en a plein qui sont en syndrome de privation. Et puis, vous pouvez demander à vos collègues, il y en a plein qu'on a récupérés qui sont très bien dans leurs pattes. Donc, je sais pas s'ils nous regardent ce soir, mais ils pourront vous donner des témoignages. Après, souvent, on les médicalise pour les aider. Mais le but, c'est pas de les médicaliser à vie. Il y en a, malheureusement, on est obligé. Il y en a, on n'a pas besoin. Et vous verriez, on a des résultats qui sont très, très, très probants. Donc oui, ça dépend du stade. En fonction du stade et en fonction de l'âge auquel vous récupérez le chien, c'est variable. Moi, j'ai eu un chiot là l'autre jour de 7 mois, un canet corso, stade 3, le pauvre. J'ai rarement vu ça. Vraiment, un chien qui était complètement inhibé, aucune manifestation, vraiment impressionnant. Il prenait pas du tout les friandises, il s'intéressait pas du tout aux autres. Et il y avait déjà un lien quand même d'attachement qui avait été créé avec les propriétaires. Donc à partir du moment où vous avez un bon attachement, derrière vous pouvez travailler. Je dis pas qu'on obtiendra un chien normal. Encore une fois, ça dépend du stade auquel il est et de sa capacité d'adaptation. Mais vous pouvez avoir de l'amélioration et la plupart du temps, on a des jolies améliorations. Donc oui. Est-ce que les différents types d'agressions sont aussi valables pour les chats? Oui, tout à fait. C'est exactement les mêmes. Qu'est-ce que tu entends par sensible dans le cas des chiens de berger? C'est des chiens qui ont été sélectionnés génétiquement souvent pour travailler, ce genre de choses. Et donc on les sélectionne pour leur sensibilité, pour qu'ils soient beaucoup plus réactifs. En fait, ce qu'on veut par exemple pour un chien de travail, les malinois, ce genre de choses, les bergers allemands, c'est qu'ils soient à l'affût. Donc vous allez avoir des chiens qui sont beaucoup plus sensibles à tout, beaucoup plus réactifs. Il va y avoir un bruit, hop, tout de suite ils tendent l'oreille, alors que des chiens qui ne sont pas sensibles... ils vont entendre un pétard, c'est bon, ils l'ont déjà entendu 3 fois, ils sont habitués, ils réagissent plus. Un chien de berger, c'est beaucoup plus sensible, beaucoup plus réactif à tous les bruits, même s'ils les connaissent déjà, ils vont avoir tendance à se fixer dessus, et c'est ce qu'on attend d'eux, on les a sélectionnés génétiquement parlant là-dessus pour qu'ils réagissent beaucoup plus facilement justement, et qu'ils soient beaucoup plus au taquet. Donc c'est ça que j'entends par chien sensible. Swiffer est un lapin mordeur. Ah, pas cool. La surveillance mordeur d'un chien à jour de ses vaccins contre la rage est vraiment utile? Oui, car il ne devrait pas pouvoir être excréteur si la vaccination était bien faite. Je suis bien d'accord avec toi, mais oui, il faut la faire. C'est indispensable. Tant que c'est pas toi qui as vacciné l'animal, tu sais pas si ça a été correctement fait. Et puis surtout, c'est pas parce que c'est à jour que tu as le taux d'anticorps qui est correspondant. C'est comme vous, là, vous avez tous, la plupart d'entre vous, avez été vaccinés contre la rage. Et bien si vous comparez vos taux d'anticorps en faisant votre sérologie 1 an après, vous allez voir que vous n'avez pas du tout tous le même taux. Moi, ça augmente chaque année, c'est assez impressionnant. Mais je connais quelqu'un qui a dû refaire une vaccination parce que son taux d'anticorps était en dessous de la norme alors qu'il avait bien eu les 3 vaccinations. Donc il faut considérer que pour le chien, c'est exactement la même chose. Donc c'est pas parce qu'il est à jour de ses vaccinations qu'il faut pas faire le suivi mordeur parce que vous n'êtes pas sûr du taux d'anticorps au moment de la morsure. Les visites chiens mordeurs sont à la charge du propriétaire? Oui, tout est à la charge du propriétaire. Visite chien mordeur, évaluation comportementale et tout le tout team, tout est à la charge du propriétaire, tout à fait. Pour lui faire comprendre certaines règles, est-ce que c'est correct pour lui de le prendre par la peau du cou? Bon, pas forcément. Alors, sur des tout petits chiots, si la maman faisait ça, pourquoi pas. Mais en soi, vous n'avez pas forcément besoin de l'attraper par la peau du cou. Un non, ça suffit. Et la punition d'un chien, de manière générale, que ce soit un chiot ou un chien adulte, c'est l'exclusion du groupe social. Le chien est un être social. Donc ce qu'il veut, c'est être au contact des autres, donc aussi bien des chiots, enfin d'autres chiens du foyer que des humains. Donc si vous l'excluez du groupe social, ça c'est sa punition. D'accord? L'attraper par la peau du cou, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous pouvez... et puis dans quelles circonstances? Il faudrait savoir aussi dans quelles circonstances parce que il n'y a pas forcément besoin. Le non, ça marche très très bien. Encore une fois, le non, ça marche très très bien. Par exemple, je vais vous donner... par exemple, un chien qui fait pipi à l'intérieur. Pourquoi vous voulez l'attraper par la peau du cou? Ça sert à rien. Le pauvre, il est en train d'apprendre quelque chose en plus, donc vous n'allez pas le fâcher. Il suffit juste de lui dire non, et ensuite vous le mettez dehors. Et là, vous félicitez s'il fait son pipi dehors. D'accord? Pareil, si vous avez un chien qui est en train de vous mordiller, d'attraper quelque chose, là tout de suite c'est non. Vous pouvez le mettre ailleurs, l'exclure. Encore une fois, si c'est la première fois qu'il le fait, juste un non ça suffit et vous lui présentez le jouet à la place pour lui dire que ça il est autorisé à le faire. Si ça fait 3 fois qu'il le fait, dans ces cas-là, c'est non et là vous l'excluez du groupe social. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des sanctions physiques. Ok ?
Toc, 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 oui, mais prise en charge par la responsabilité civile possible si les gens contractent leur assurance. Tout à fait, mais tout à fait, Karen. Comment faut-il réagir en cas d'agression territoriale, hiérarchique, d'irritation, etc. Oh, grosse question. Alors, agression territoriale. Alors, si vous voulez que votre chien n'aboie pas dans le jardin quand il y a des gens qui passent, bah quand vous n'êtes pas là, vous ne le laissez pas dans le jardin. Et oui, ça semble fou comme réponse, mais en fait, c'est la seule possibilité. C'est normal qu'un chien aboie dehors dans le jardin pour protéger son territoire, bah, c'est son rôle, puisque vous le mettez dans le jardin, vous lui demandez de faire ça, en fait. Donc, si vous voulez pas qu'il aboie en votre absence et que vous avez des problèmes avec les voisins, ne le laissez pas dans le jardin. En votre présence, comment lui apprendre? En gros, il faut faire comprendre à votre chien que son rôle, c'est un rôle de première ligne, c'est-à-dire qu'il doit vous avertir s'il y a un danger. Par contre, comme vous êtes là, une fois qu'il a vu que vous aviez compris qu'il y avait un danger, il doit se taire. Et ça, c'est impératif. Mais ça, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Il y a des règles à mettre en place à la maison pour faire comprendre au chien qu'en fait, son rôle à lui, c'est juste d'être en première ligne, donc de vous avertir. Par exemple, il y a quelqu'un qui toque à la porte, il aboie. Ok, moi je remercie mon chien. Alors moi, il aboie pas quand il y a quelqu'un qui toque à la porte, mais il aboie quand pour lui il y a un danger. C'est très 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 rare. C'est pas un chien qui aboie. Mais quand il aboie, je sais que pour lui, il y a quelque chose qui va pas. Donc du coup, je me lève, je le remercie et je vais voir l'endroit vers lequel il aboie. Et là, il me regarde, ok, je suis passée devant lui, je lui manifeste que c'est moi qui prends le relais. Et donc en général, il va se rasseoir et il se tait. Il sait que du coup, c'est bon, c'est moi qui assure la protection. Donc ça, il faut le faire comprendre à votre chien. Dans le cas d'agression par peur, il faut jamais coincer le chien. Voilà, pour éviter les agressions par peur. Agression hiérarchique, ça veut dire que le statut de l'animal est mal défini, donc souvent la communication n'est pas bonne en fait entre l'animal et le propriétaire. Donc là encore une fois, il faut que les règles mises en place à la maison soient bonnes et que l'animal sache où se placer dans le milieu en fait pour éviter les agressions hiérarchiques. Mais ça c'est un peu complexe pour te répondre. Encore une fois, je pense qu'on pourrait se faire une conférence carrément sur la sociopathie justement et sur la notion de dominance hiérarchie au sein de la maison. Mais ça, vous me direz après. Et agression par irritation, tu vois, moi je t'ai expliqué pour le cas de mon chien. Si tu as un doute, si tu as un chien qui n'est pas à l'aise et que tu n'as pas le choix de le contraindre, par exemple chez le vétérinaire, un chien où tu sais qu'il peut réagir, tu le muselles. Moi, mon chien, il a eu un abcès des glandes anales, donc ça fait très 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 mal. Au moment de lui vidanger les glandes anales, je l'ai muselé parce que j'ai pas pris de risque, parce que encore une fois, il avait le droit de manifester qu'il n'était pas bien en fait. Donc je l'ai muselé et on n'a pas pris de risque. Voilà. Donc des agressions par irritation, il faut te comprendre en fait. Je ne peux pas te donner de recettes toutes faites. Il faut comprendre pourquoi il manifeste et régler le problème derrière. Quelle morsure doit-on déclarer en mairie? Sous-entendu, définition de morsure. Tout. Rien qu'un pincement, c'est une morsure en fait. Là, j'ai eu un chien il y a... Et du coup maintenant 15 jours, avec le confinement, qui a mordu en fait. Alors, en gros, il venait de le récupérer, il l'a emmené dans une loterie et le chien a pincé 3 fois. Super, un malinois, super, t'es content. Il a attrapé 2 fois le pantalon, 1 fois le manteau, de 3 personnes différentes. Ça, c'est des morsures. Même s'il n'a pas touché la peau, c'est déjà une morsure. Il a pincé. Donc, à partir du moment où vous avez contact en fait entre la mâchoire et un individu, que ce soit son manteau ou sa peau, c'est une morsure et donc il faut déclarer. D'accord ? En général, c'est contact entre les dents et la peau. Là, moi, j'ai fait une déclaration parce que clairement, le chien, il a pincé 3 fois, même s'il n'a pas chopé la peau des personnes. Ça, j'en suis pas sûre. En plus, qu'il n'ait pas attrapé la peau. Selon les gens, il n'a pas pincé, mais bon, il aurait attrapé que le manteau. Dans tous les cas, son envie était de mordre les gens, était de pincer. C'était clairement des agressions par irritation. Donc, clairement, là, il faut déclarer. Est-ce qu'il faut, au lieu de le gronder, rester en retrait et attendre que le chien revienne vers l'humain de lui-même est une bonne solution? Oui, dans les circonstances là du chiot qui a mordu, très clairement, moi, bon, déjà je l'aurais pas pris par derrière, mais admettons que je sois arrivée par derrière lui et qu'il m'ait déjà pincé une première fois, ok, je recule et je manifeste que je suis pas en danger. Donc je recule, je me mets accroupi et je lui balance des friandises, d'accord? Et j'attends qu'il revienne vers moi. Et surtout, je le gronde pas derrière, parce que si vous le grondez, alors là, pour le coup, la communication avec les êtres humains derrière, c'est foutu, quoi. On doit déclarer une morsure sur animal au même titre que sur l'homme. Alors, non, il n'y a pas de déclaration. Par contre, il faut faire un suivi mordeur normalement. Donc, il y a les 15 jours de surveillance. Comment faire pour qu'un chien arrête de grogner de peur sur les nouveaux humains qu'il voit? Il faut comprendre.
S'il a peur des humains, c'est peut-être qu'il y a effectivement un syndrome de privation sensorielle. Et donc il faut l'habituer aux humains. Et surtout, il faut lui faire comprendre que, par exemple, admettons que ce soit sur les personnes qui arrivent à la maison. Donc quand les personnes arrivent à la maison, la première chose à faire, c'est de mettre le chien dans un coin. Et de lui faire comprendre que c'est pas à lui de dire aux gens s'ils ont le droit de rentrer ou pas, mais que vous autorisez les personnes à rentrer. Donc votre chien, s'il y a un bon attachement à vous, s'il voit que vous êtes d'accord pour que les personnes rentrent, ça veut dire que pour vous, c'est pas une menace. Donc pour lui, c'est pas une menace. Donc en fait, il faut faire du placement en fait. C'est beaucoup de proxémie. La proxémie, c'est comment communiquer avec le corps en fait, la communication posturale. Donc par exemple, j'ai des gens qui arrivent chez moi. Mon chien, je sais qu'il n'est pas à l'aise avec les gens. Du coup, déjà, je le mets à sa place. Je vais ouvrir la porte et surtout, je me place jamais, jamais, jamais face aux gens. Je me place soit de profil à eux. Donc admettons, vous êtes... attends, je ne sais pas si vous allez voir. Là, il y a la personne qui arrive. Ok, donc ça, c'est la porte. Moi, j'arrive en face. Donc en fait, mon chien est derrière moi, par là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au moins de profil ou alors carrément à côté de la personne. D'accord? Et donc là, vous êtes en alliance avec la personne face au chien et vous communiquez au chien que ce n'est pas une menace. Ok? Donc ça, c'est vraiment important, c'est de la communication posturale. On vient de te dire que tu étais en A1, ok? En cas de morsure par un chien catégorisé, c'est la même procédure. Oui, c'est la même procédure, exactement. Sauf que du coup, si ça s'est passé en lieu public, aïe 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 pour le propriétaire. Parce qu'il était censé être muselé, le chien, donc s'il a mordu, ça craint. Après, si c'est dans un lieu privé, dans la sphère privée, il n'y a pas forcément plus de sanctions. Encore une fois, ça dépend du vétérinaire sur lequel vous tombez et ceux qui ont des pensées que les chiens de catégorie sont plus méchants que les autres. Pas du tout, hein. Moi j'ai un chien de catégorie à la maison, c'est lui qui rêvait tout à l'heure et je peux vous dire qu'il n'est pas agressif. Mais par contre, oui, c'est exactement la même chose. Par contre, si ça s'est passé dans un lieu public, là, ouais, effectivement, ça risque de faire mal pour le propriétaire. Je ne comprends pas bien le terme d'agression instrumentalisée. Est-ce que c'est possible de revenir sur la définition? Alors oui, agression instrumentalisée, ça veut dire que votre séquence n'est plus complète. Donc vous n'avez plus phase de menace, donc phase appétitive, phase consommatoire et phase d'apaisement. En fait, là, vous avez véritablement... d'abord, en fait, quand ça s'instrumentalise, vous avez la phase d'apaisement qui disparaît, puis la phase de menace. Donc, en fait, une morsure, une agression instrumentalisée, clairement, vous avez un chien qui n'a pas menacé ou où il n'y a pas eu d'apaisement derrière. Okay, c'est une séquence qui est incomplète, en fait. Est-ce que la morsure pour protéger son propriétaire de ce que le chien... Voilà. Est-ce que la morsure pour protéger son propriétaire de ce que le chien perçoit comme une agression est assimilée à une morsure de protection territoriale? Non, c'est plutôt une agression par irritation, souvent. Et dans ces cas-là, ou alors une agression hiérarchique. S'il considère que vous êtes une ressource et qu'il doit vous protéger. Voilà, mais pas une agression territoriale. Vous n'êtes pas un territoire. Territoire, c'est vraiment un lieu, hein, vraiment. Donc ça va être les chiens, par exemple, qui en salle de consultation, quand je les ai en comportement, qui, au bout d'un quart d'heure, quand il y a des gens qui passent devant, ils aboient. Ça, c'est une agression territoriale. Je me permets de reposer la question. Il a été dit que si un chien nous mordait, il fallait s'éloigner, surtout s'il a peur. Je comprends. Mais en soi, s'éloigner n'est-il pas un renforcement de comportement d'agression? Pour moi, en partant, j'aurais l'impression de justifier le comportement. Mais non. Enfin, oui, je comprends ta façon de penser. Mais le problème, c'est que s'il a peur, et que si tu continues, tu vas continuer à te faire manger. Donc, il faut penser qu'il faut te protéger toi. D'accord? Et puis, en te protégeant toi et en t'éloignant, tu protèges aussi le chien. Parce que si ton chien, il a peur, que tu forces le contact, qu'il continue à te menacer, ce qui va retenir, c'est que le contact avec l'humain, en plus d'être effrayant, il est vraiment négatif. Et que quand il menace, ça marche pas, il n'arrive pas à éloigner, et donc là, tu risques d'instrumentaliser la morsure. Si tu es vraiment dans un contexte de peur, pourquoi tu veux pousser l'animal à avoir encore plus peur? Il faut s'éloigner en fait. Comme un chien qui a très peur, qui est en train de suriner dessus parce que en face de lui, je sais pas, il y a une poubelle. Il a très peur, il surine dessus. Pourquoi tu veux le mettre sur la poubelle quoi? Enfin, il va être complètement en détresse en fait. Donc ça sert à rien. Donc là, tu t'éloignes et tu l'habitues par exemple avec une poubelle plus petite. Et puis ensuite, tu lui montreras une poubelle plus grosse. Donc là, en fait, avec les humains, quand tu as vraiment très peur, un chien qui a très peur, vraiment dans un contexte de peur, hein, je réponds par rapport à ta question dans un contexte de peur. Dans ces cas-là, il faut que tu t'éloignes. S'il te menace et qu'il a peur, tu t'éloignes et tu fonctionnes autrement, d'accord? Et après, tu vas avoir un comportementaliste. S'il menace à chaque fois qu'il y a un individu qu'il ne connaît pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ok? Dans le contexte où le chien grogne alors qu'il n'a pas le droit, situation qui ne se justifie pas, est-ce que dire non ne risque pas d'apprendre au chien à ne pas prévenir? Alors, effectivement, si c'est dans un contexte où il n'a pas le droit, il faut le reprendre,
mais il faut aussi comprendre pourquoi il le fait. S'il n'a pas le droit de le faire et qu'il le fait, ça veut dire qu'à mon avis, la communication dans le foyer n'est pas la bonne. D'accord ? Souvent, c'est ce qu'on appelle des agressions hiérarchiques. Donc, un chien qui grogne justement quand vous lui demandez de descendre du canapé, ben, ça veut dire qu'il ne sait pas où elle est sa place au sein du foyer, que vous lui avez laissé la possibilité de gérer ses prérogatives, de gérer ses ressources, et du coup, bah, vous le challengez. Vous l'autorisez à gérer toutes les ressources du foyer, mais d'un autre côté, vous l'autorisez à monter sur le canapé, puis à un moment donné, vous lui demandez de descendre et vous vous fâchez. Ben oui, mais il comprend plus le chien, parce que c'est pas clair pour lui la communication au sein du foyer. Donc du coup, là, vous n'êtes pas content, mais il faut pas prendre de risques non plus. Encore une fois, il faut toujours se protéger soi. Donc vous pouvez dire non, mais s'il continue à vous menacer, ça sert à rien. Et là, dans ces cas-là, il faut réfléchir à pourquoi est-ce qu'il grogne et est-ce qu'il faut pas remettre d'autres choses en place. En général, quand vous avez une agression, euh, le mieux, c'est de s'éloigner pour se protéger soi. Et ensuite, il faut comprendre pourquoi il y a eu l'agression. Donc, si c'est par peur, bah, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière qui fait que le chien est très trouillard. Donc, il faut revenir à son développement ou ce genre de choses. Si c'est par irritation, bah, ça veut dire qu'il faut le manipuler plus et lui apprendre à se laisser manipuler et travailler dans le renforcement positif. Si c'est hiérarchique, bah, ça veut dire qu'il y a un problème de communication au sein du foyer. Et dans ces cas-là, il faut lui réapprendre plein de choses et remettre des règles en place à la maison. Et si c'est territorial, bah, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec la communication posturale et le travailler sur plein de choses. Est-ce qu'on aura des cours ou des confs pour nous informer, nous dire comment agir sur le long terme avec les chiens qui ont mordu ou qui ont tendance à mordre, en gros sur comment éduquer les chiens? Bah si vous voulez, oui, je peux. Justement, par rapport à la vaccination contre la rage, comment faire? Des campagnes de vaccination sont prévues de manière générale, ou je comprends pas trop ta question, mais en gros nous, en tout cas au sein du service de médecine préventive et de manière générale les étudiants qui sortent de chez nous, on préconise à fond la vaccination anti-rabique. Beaucoup de chiens maintenant sont vaccinés contre la rage. Il n'y a pas énormément de chats qui sont vaccinés contre la rage, mais on a beaucoup de chiens et on le préconise à fond. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment dire aux propriétaires que de toute façon, s'ils voyagent, c'est obligatoire, mais il ne faut pas oublier de dire que régulièrement il y a des importations illégales, et si vous êtes déjà passé en médecine préventive, vous avez vu que nous on fait très régulièrement des déclarations d'importation illégale. Et du coup, quand il y a des importations illégales, on a des risques de contamination, enfin d'animaux qui sont porteurs de rage et de contamination, comme le cas qu'il y a eu sur l'île de Ré. Typiquement, moi je le dis aux propriétaires. Là, justement, depuis qu'il y a eu ce cas, je leur dis attention, il y a eu un cas à l'île de Ré importé, je vous conseille de vacciner votre animal contre la rage. Et il suffit de leur expliquer que ça permet vraiment de protéger et que c'est une zoonose qui est mortelle aussi bien pour le chien que pour la personne. Donc, nous, en tout cas, on préconise énormément la vaccination. Est-ce que le vétérinaire qui est en charge de l'envoi des feuillets lors de la visite... Est-ce le vétérinaire qui est en charge de l'envoi... Oui, c'est lui qui envoie les feuillets lors de la visite mordeur, qui est en mesure de demander l'euthanasie au stade 4. Alors nous, on fait En fait, quand vous faites une évaluation comportementale, vous mettez des mesures de précaution à la fin et vous l'envoyez au maire. Et à la fin, vous pouvez demander l'euthanasie, mais c'est que le maire qui peut prendre la décision. Que faire si l'animal est devenu extrêmement dangereux et que le propriétaire ne souhaite plus le garder et refuse d'attendre 15 jours? Ah, très bonne question, justement, je vais vous en parler. Si l'animal est extrêmement dangereux et que c'est un risque de le garder en vie, du coup, il faut demander à la DDPP une dérogation pour l'euthanasier. Vous ne pouvez pas l'euthanasier sans l'accord de la DDPP. Attention. La DDPP vous donne l'autorisation et dans ces cas-là, il faut que vous coupiez la tête et que vous l'envoyiez à Pasteur pour vérifier qu'il n'y avait pas qu'il n'était pas porteur de la rage au moment de la morsure. Un chien qui saute sur tout le monde, qui leur aboie dessus et qui ne comprend pas quand on dit non, on fait comment? L'éducation positive fonctionne tout le temps, ça fait un moment que j'essaye mais ça fonctionne pas trop. Alors un chien qui saute sur tout le monde, qui leur aboie dessus et qui ne comprend pas quand on dit non, on fait comment? Alors déjà peut-être que ton chien il a un déficit d'autocontrôle. Ou peut-être qu'il y a du renforcement, parce que tu sais, quand les chiens ils te sautent dessus, la plupart du temps, quand ils font ça dans la rue, les gens acceptent. Donc du coup, tu as du renforcement en permanence. Donc il faut anticiper. Quand tu croises du monde, tu mets ton chien assis et tu te mets devant lui et les gens sont derrière toi. Et comme ça, tu manifestes au chien que tu n'es pas d'accord pour qu'il aille vers les gens. S'il aboie, etc. Alors je sais pas si c'est de l'agressivité ou pas, mais je peux pas trop répondre à ta question parce que ça manque d'informations là, ton commentaire. S'il y a de l'agressivité, il faut vite que tu viennes me consulter. S'il n'y a pas d'agressivité et que c'est plus de l'excitation, dans ces cas-là, il y a peut-être un déficit d'autocontrôle et il faut qu'on regarde s'il n'y a pas d'autres problèmes ailleurs. Là, je peux pas répondre à ta question comme ça. Ce qu'il faut, c'est apprendre au chien qu'il est jamais renforcé quand il saute en fait. Ça, c'est vraiment impératif. Donc ça veut dire que quand il te saute dessus ou quand il saute sur quelqu'un, il faut lui tourner le dos. Puisque ce qu'il veut c'est le contact en visuel, hein, donc si tu lui tournes le dos, il n'obtient pas ce qu'il veut, et une fois qu'il est au sol, il faut vraiment le récompenser tout de suite et le caresser. Ok. Ah, tu m'as dit c'est pas de l'agressivité, c'est de l'excitation. Et bien justement, peut-être qu'il y a un déficit d'autocontrôle. Est-ce que c'est fait que sur les gens? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui l'excitent? S'il a du mal à redescendre de son excitation, peut-être qu'il y a
énormément de renforcement et peut-être qu'il a un déficit d'autocontrôle et dans ces cas-là, il faut travailler les autocontrôles. Donc ça c'est bon. Qui est responsable par rapport aux assurances quand le chien mordeur est gardé? Je comprends pas. Qui est responsable par rapport aux assurances quand le chien mordeur est gardé? Si c'est pas le propriétaire qui a le chien et que le chien mord pendant qu'il est pas sous sa garde, c'est ça? Enfin, pendant qu'il est sous la garde de quelqu'un d'autre? C'est le détenteur en fait. Enfin, c'est toujours le chien qui est en possession. Enfin, c'est toujours le propriétaire qui a le chien en fait, qui est responsable. Si un chien est en train de se battre, comment peut-on arrêter l'agression? Mettez pas les mains. Il faut vraiment faire très très attention. Évitez de mettre les mains parce que sinon vous risquez de vous faire mordre et d'avoir une agression redirigée sur vous. Alors que faire? Pas évident. En général, plus vous allez être autour de l'agression, plus ça va continuer. Donc, les conseils que je vais vous donner, franchement, en gros, pas intervenir. La première règle, c'est de ne pas intervenir et de les laisser faire. Je sais, ça fait peur. Quand vous avez deux chiens équilibrés qui se battent, ça va jamais trop loin. Si vous avez des chiens qui ne sont pas équilibrés, vous pouvez essayer de jeter de l'eau, de leur jeter des choses dessus, attraper les pattes arrière. Parce que de toute façon, je sais comment on est, c'est humain, on va vouloir protéger son chien. Donc malheureusement, il vaut mieux pas intervenir, c'est le mieux. Franchement, c'est la règle d'or. Après, si vraiment vous voulez intervenir, il faut essayer de soulever les pattes arrière. Si c'est un mal entier, vous pouvez essayer d'attraper les roupettes. Ça peut marcher. Ça marche souvent d'ailleurs. Mais vraiment, le principe, c'est de ne pas intervenir parce que plus vous allez mettre de tension, plus vous allez essayer d'intervenir, moins ça va se lâcher. Donc c'est très très compliqué. Et puis vous prenez un risque énorme. Isoler mon chien exprimant des signes de menace à l'égard des invités dans une pièce, ça a tendance à l'apaiser, mais je me sens mal à l'idée de faire ça. D'autres solutions à suggérer. Alors, isoler mon chien exprimant des signes de menace à l'égard des invités dans une pièce, ça a tendance à l'apaiser. Du coup, tant mieux. Mais je me sens mal à l'idée de faire ça. D'autres solutions à suggérer. Viens me voir, il faut qu'on en discute soit en privé, soit il faut qu'on voit, qu'on essaie de trouver une solution parce que est-ce qu'il y a que les gens qui lui font peur? Peut-être qu'il y a du renforcement. Enfin, il faut travailler. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est de manière générale que votre chien soit excité ou que votre chien soit agressif avec les gens ou que votre chien soit peureux avec les gens. À chaque fois que vous recevez du monde, il faut faire comprendre à votre chien que c'est vous qui gérez. Donc en fait, si votre chien va à la porte, vous le renvoyez à sa place et c'est vous qui accueillez les personnes. Et en fait, du coup, le chien va comprendre que c'est vous qui gérez et que c'est pas une menace. D'accord? Donc si tu veux pas le mettre à l'écart et l'isoler dans une autre pièce, dans ces cas-là, surtout tu le mets à sa place. Mais pour ça, il faut qu'il comprenne et qu'il reste à sa place. Et tu te mets à côté des gens qui arrivent pour qu'ils comprennent que c'est pas une menace. Est-ce que quelqu'un peut me faire un résumé de la réponse sur s'il faut ou pas prendre par la peau du cou? Ça a coupé. Non, pas forcément de peau du cou. Faut travailler en renforcement positif, mais oui, voilà, en gros, plutôt non. Et puis tu peux revisionner la conf, effectivement. Le fait de balancer des friandises au chiot qui vient de mordre ne va-t-il pas associer l'agressivité à la friandise? Non. Sauf si c'est dans une agression autre que par peur. Encore une fois, moi, je parlais d'une agression par peur tout à l'heure. Chaque contexte est différent, chaque agression est différente. Si vous avez un chien qui vous agresse, en fait, il faut comprendre que le chien, c'est comme quand il a fait pipi. Si vous le grondez 10 minutes plus tard, il ne sait pas que c'est associé au pipi que vous êtes fâché. Donc là, il vient de vous agresser. Je ne vous dis pas de le caresser une fois qu'il vous agresse. Non. Ou de lui donner une friandise quand il vous agresse. Par contre, en fait, c'est ce que je vous disais, une agression, il y a trois phases. Phase appétitive, phase consommatoire, phase d'apaisement. Et donc, en fait, une fois que vous vous êtes éloigné, après l'agression, vous êtes en phase d'apaisement, la séquence est finie. Et donc là, si vous proposez autre chose, donc un autre comportement avec des friandises, vous n'êtes plus en renforcement. Ok? De ce comportement d'agression. Justement, si notre chien a tendance à menacer, si des chiens ou personnes s'approchent de nous, comment doit-on réagir? Ça, c'est pas normal. Ça veut dire que sa place, elle n'est pas bien définie au sein du foyer probablement, et qu'il gère un peu trop de choses. Il faut que tu lui fasses comprendre qu'il n'a pas à gérer ça. Donc, quand c'est comme ça, déjà, il faut que tu mettes... Alors, ça dépend encore une fois si tu es en balade ou quoi que ce soit, mais si c'est des gens qui approchent à la maison, tu te mets en position à côté de la personne. Ok? Toujours face au chien, à côté de la personne. Si tu gardes ton chien à côté de toi, quand il est en train de grogner, ça veut dire que tu es en alliance avec lui et que tu veux qu'il grogne sur les gens. Et que tu es d'accord avec ce qu'il fait. Donc systématiquement, quand tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait, tu te mets en face de lui. Ok? Mais c'est pas normal qu'il te protège tout le temps comme ça. S'il n'y a pas de danger, c'est pas normal. Donc il faut essayer de comprendre. Mais du coup, potentiellement, il y a du renforcement. Donc surtout, tu gardes pas ton chien à côté de toi. Tu te mets à côté de la personne qui arrive, en face du chien.
ok? Pour vraiment lui manifester que la personne qui est à côté de toi, tu es en alliance avec lui et que tu n'es pas d'accord avec ce que fait le chien. Pareil avec des chiens qui approchent. Tu mets ton chien à l'écart, quoi. Et par exemple, si mon chien grogne quand on veut lui prendre son jouet, comment faire? J'arrête de lui prendre son jouet sur le coup, mais pour la suite, les prochaines fois. Troc, du troc. Il faut que tu lui donnes un autre jouet à la place, des friandises, et que tu lui apprennes à donner en fait. C'est pas inné chez un chien de donner son jouet. Puis c'est sa ressource, pourquoi tu veux lui prendre, donc voilà, forcément, ça peut être, lui, il peut mal le percevoir, et c'est pas forcément anormal. Donc en fait, il faut que tu fasses du troc. Il y a plein de chiens qui grognent sur leurs ressources. Alors je dis pas que c'est acceptable, hein, encore une fois, mais ça veut dire que potentiellement il y a eu un problème de communication dès le départ. Donc faut que tu lui proposes autre chose à la place. Donc soit un jouet à la place, soit une friandise, et tu lui apprends à donner. Donc en fait, quand il a le jouet, tu lui proposes la friandise et tu lui dis tu donnes. Et au fur et à mesure, il va te le donner. Et donc à chaque fois que tu voudras récupérer le jouet, tu lui diras tu donnes et il aura compris qu'il sera récompensé derrière. Ok? Donc c'est comme ça que tu lui apprends. Ah, comment faire pour empêcher un chien de creuser? Coucou les Golden sans le prendre par le collier, car il se met directement à grogner dès qu'on lui attrape le collier. Alors déjà, il faut lui apprendre à se laisser attraper le collier. Ça, c'est important. Il n'a pas à te grogner dessus quand tu attrapes le collier. Donc il faut lui apprendre. Donc lui apprendre en toutes circonstances, quand il est au calme, justement, il faut que tu commences au calme hein, déjà, à le tenir par le collier sans qu'il dise rien. Et donc tu l'attrapes par le collier et tu donnes plein de friandises. Puis tu relâches le collier. Puis tu reprends le collier et tu donnes plein de friandises. Et tu récompenses à chaque fois. Et ensuite tu vas le faire, tu vas attraper le collier quand il est en train de jouer, etc. Et tu vas te mettre des difficultés supplémentaires. Mais il faut qu'il supporte d'être attrapé par le collier. Pour ça, il faut le travailler en positif. Comment faire pour empêcher un chien de creuser? Tu ne peux pas. C'est un comportement de chien. C'est comme empêcher un chat de monter sur une étagère, mais tu ne peux pas. C'est un comportement normal de chat. Donc, idéalement, si tu veux pas qu'il te fasse des trous partout, moi c'est ce que je préconise aux gens, c'est d'autoriser une zone. Donc, le mieux c'est que tu délimites une zone dans le jardin. Tu peux la délimiter avec des galets, avec ce que tu veux. Et tu délimites cette zone. Et donc à chaque fois qu'il creuse, tu lui dis non et tu l'emmènes dans cette zone. Et dès qu'il creuse dans cette zone, tu félicites. Et il va vite comprendre que dans cette zone-là, c'est autorisé. Bah, c'est comme quand ils comprennent la propreté qu'il faut faire que dehors, bah, ils comprennent qu'ils peuvent faire que dans un endroit. Mais tu pourras pas l'empêcher de creuser parce que malheureusement, c'est un golden retriever. Donc, et puis de toute manière, les chiens, ça creuse quoi. Par exemple, Simon, alors donc ça j'ai vu, c'est légèrement hors sujet, mais tu as mentionné la gestion de l'aboiement. Territorial peur, il y a la notion de gesture et d'anticipation. De gesture, je ne sais pas ce que ça veut dire. Placer le chien à sa place. Mais lorsqu'on est à l'extérieur, comment faire? Par exemple, si on a un chien qui aboie systématiquement à la vue de personne au loin, que faire pour l'en empêcher? Sachant que le chien arrête une fois que la personne est assez proche. Tu fais demi-tour. À chaque fois que le chien aboie sur quelque chose, tu t'éloignes. Alors certes, vous avez l'impression que du coup on éloigne le danger et que c'est positif, mais en fait, vous dites rien à votre chien, juste vous partez dans l'autre sens, et là vous lui manifestez que vous n'êtes pas d'accord. Vous tirez sur la laisse, vous partez dans l'autre sens. Une fois qu'il est calme, vous revenez vers le danger, et vous vous rééloignez s'il raboie en fait. Pour lui manifester vraiment que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il fait. Je trouverais ça hyper intéressant, les cours sur le comportement ou l'éducation des chiens. Ben oui, mais sans problème, moi je vous fais des confs avec grand plaisir. Faut juste me donner des idées de sujets et comme ça on se met d'accord, mais je pense que je vous ferai passer un doodle ou un truc comme ça. Je vous ferai un mail à la fin de la conf. Avec des à deux, oui, des cours en deux, oui, c'est en A2. Sinon, il y a des confs, souvent faites par Océane, oui, tout à fait. Grognement perdure même à sa place. Ah oui, pour le chihuahua, viens me voir il faudra que tu viennes me voir en consultation, je pense. Il faut qu'on en discute. Pour séparer deux chiens qui se battent, j'ai déjà réussi à passer la laisse sous le ventre et donc le tirer par l'abdomen. Pas sûr que ce soit toujours... Oui, effectivement, tu peux tenter des trucs, hein, mais encore une fois, protégez-vous en premier. Des cours d'éthique. Si vous êtes inscrit à la vague junior, vous avez accès à tous les PPT des confs ayant déjà eu lieu et il y en a une dizaine sur le comportement. Tout à fait. Et le troc, ça marche même si le chien pique un morceau d'emmental emballé. Si, je vous assure, mais il faut une récompense de haute valeur. Ok, merci pour cette conf, avec plaisir. J'ai vu un chien d'un proprio qui manifeste un comportement amical, remue la queue, vient chercher une caresse, etc. Et qui, la minute qui suit, sans changement de comportement particulier, saute sur le vétérinaire en grognant. Comment appréhender ? Quoi? Alors attends, j'ai vu un chien d'un proprio qui manifeste un comportement amical, remue la queue, vient chercher une caresse, etc. Ok. Et qui, à la minute qui suit, sans changement de comportement, saute sur le vétérinaire en grognant. Comment appréhender? À mon avis, il est mal à l'aise. Il faut essayer d'étudier la séquence et là, il faut faire une consultation de comportement, essayer de comprendre. C'est un peu compliqué là de te répondre comme ça, sans voir le chien, sans connaître grand-chose sur lui. C'est pas facile. Est-ce qu'il y a un comportementaliste qui fait les NAC sur Toulouse? Alors normalement, moi je suis censée les faire.
Donc je peux donner des petits conseils, mais je suis pas très douée là-dessus. Je sais pas s'il y en a qui font les NAC, mais la clinique NAC est très douée. Enfin, euh, typiquement, je pense qu'ils ont de bonnes compétences en comportement à la clinique NAC de l'école Veto, donc voilà. Comment faire en cas de protection de ressources entre chiens? Bon, faut les laisser faire. Si c'est des chiens qui vivent entre eux, laissez-les gérer, hein. Enfin, après tout, il faut qu'ils s'expliquent. C'est normal qu'un chien grogne sur sa gamelle par rapport à un autre chien. Donc, il faut les laisser gérer entre eux. Je sais pas si c'est ça ta question. Si c'est à l'extérieur, alors. En gros, si c'est des chiens qui vivent ensemble, laissez-les faire. Il faut que ça s'instaure, il faut que ça s'installe, il faut qu'ils comprennent et qu'ils s'expliquent entre eux. Si c'est pas des chiens qui vivent entre eux, que c'est à l'extérieur, on met jamais une ressource entre des chiens qui se connaissent pas. Typiquement, des chiens qui se baladent et qui se connaissent pas, commencez pas à lancer des bâtons, à lancer des balles et tout ça, vous risquez de créer des problèmes. C'était quoi la source envoyée là? Merci pour la source. Ah, pour la conf. Ok. En fait, c'est Polly le border. Du coup, je viendrai en consultation en sortie de confinement. C'est Polly le border. Ah, ok. Bon, ouais, on en discutera ensemble. Merci pour cette conf, c'était super. Avec plaisir. Oui, ils sont compétents à la clinique NAC. Pas de soucis, tout à fait. Ils sont pas... Merci pour la conf et pour avoir répondu à toutes les questions, mais avec plaisir. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous laisse encore 2-3 minutes pour en poser. Et n'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires là, si ça vous a plu, si ça a bien fonctionné aussi. Moi, je suis hyper motivée pour vous faire des confs dès la semaine prochaine. Une par semaine sans problème, voire 2 si vous êtes motivés. Donnez-moi des sujets, c'est avec grand plaisir. Laissez-moi juste un petit peu de temps pour préparer un PPT. Bon, après, si je le prépare en quelques jours, faudra juste être indulgent. Mais au contraire, moi, ça me fait bosser parce que je suis en formation de comportement, donc c'est cool. Et puis, je trouve ça cool de vous apprendre des trucs parce qu'il vous manque pas mal d'infos, je pense, en comportement à l'école. Donc, n'hésitez pas à me proposer des sujets et je vais vous mettre de toute façon, je pense que je vais vous envoyer un mail là à tous et essayer de vous proposer un sondage, je sais pas, ou peut-être sur Facebook, je pense que c'est le plus simple. Vous proposez un sondage sur Facebook où vous pouvez rajouter des propositions et puis comme ça, vous me dites sur quoi vous voulez bosser. Ok ? Et je regarde s'il y a d'autres questions. Ah, ça va trop vite. Du coup, à l'introduction d'un nouveau chien, on sépare les gamelles au début. Non, 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 non. Laissez-les. Ça dépend si c'est des chiens adultes ou pas. Sinon, gardez une certaine distance. Ça dépend des chiens. S'ils sont correctement codés, ils vont comprendre. Et ils vont s'expliquer et ils diront ok, faut pas toucher à la conf et voilà. Un sujet que je pourrais vous proposer, par exemple, c'est quels sont les premiers conseils à donner aux propriétaires quand vous avez des chiots, des chatons qui mordent, etc. Quels sont les premiers conseils à aborder et quelles sont les choses à repérer justement chez les chiots et les chatons? Quand est-ce qu'il faut référer? Quels sont les premiers conseils à donner? Ça, je pense que ça peut être intéressant pour vous parce que souvent, vous nous le demandez en maître preuve. Qu'est-ce qu'on fait? Quels premiers conseils on donne quand on est vétérinaire généraliste? Comment on gère ce genre de problème? Sachant que, attention, vous n'allez pas devenir tous comportementalistes. Le but, c'est juste de savoir donner les conseils de base et ensuite de référer quand ça va trop loin. Ok ? Lorsque le chien agresse un tiers qui s'approche trop près du propriétaire ou autre, est-ce normal? Non. Lorsque le chien agresse un tiers qui s'approche trop près du propriétaire ou autre, est-ce normal? Non, c'est pas un chien. C'est pas normal. Il faut comprendre pourquoi. Pour la protection de ressources, c'est la balle. Je fais attention à la ranger quand un autre chien arrive, mais je deviens ressource. Ah, parce que du coup, il s'intéresse à toi et plus au... Bon, j'ai pas trop bien compris ta question en fait, désolée. Ultra chaud pour d'autres confs, merci beaucoup. Motivé pour un max de confs, super. Super, super, super. Aucun problème technique, tout a bien marché. Cool, ça c'est bien parce que c'est une première, donc tant mieux si ça a bien marché. Comment gérer la frustration du chien qui ne peut pas aller jouer avec le copain en face et donc se met à aboyer? Ah! Travailler les autocontrôles et la frustration, ça vous allez le travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça on pourra en discuter aussi justement, ça peut faire partie de la conf où vous apprenez à donner les premiers conseils. Et ça fait partie de mes cours d'éducation aussi, il y a un cours justement typique sur la gestion de la frustration et des autocontrôles. Merci, c'était trop cool. Chaud pour d'autres confs. C'était cool, merci, très intéressant. C'est super, merci. Qu'on commence le comportement et l'éducation dès la première année avec tous les chiens adoptés. Oh oui, vu la quantité de chiens que vous adoptez en tant que poulot, ce serait bien que vous ayez des apports en comportement. Mais justement, n'hésitez pas, vous savez que moi je suis là à l'école. Posez-moi des questions avant de les adopter en fait.
Le principe, c'est de venir me voir avant. Ce serait mieux, idéalement. Et moi, j'en ai plein qui sont venus me voir parmi vous avant d'adopter leur animal, justement, pour savoir comment gérer, etc. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Et quand vous l'avez, venez en cours d'éducation. Alors là, c'est le confinement en ce moment, donc c'est compliqué. Mais une fois que ça ira mieux, venez en cours d'éducation et je vous apprendrai plein de choses avec plaisir. Tout savoir sur les chiens catégorisés et leur gestion. Ouais, avec plaisir, on peut faire une conf sur les chiens de catégorie aussi. Et en plus, vous avez un très beau modèle à la maison. Je pourrais même vous le montrer en direct live, donc pas de problème. Hyper inséré par d'autres confs, des confs de comportement sur les chats. Oui, on peut parler de chats aussi sans souci. Qu'est-ce qu'on apprend avec la formation pour avoir l'autorisation pour chiens catégorisés? Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'on apprend avec la formation pour avoir l'autorisation? La formation pour les chiens de catégorie. Eh bien, ça dépend qui te donne la formation, parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui ont l'habilitation pour te former, pour te donner la formation aux chiens de catégorie. Et en fait, idéalement, ils vont en gros t'apprendre les choses de base, la communication de base, les agressions justement, comment gérer un chien, mais des choses basiques, et puis la loi sur les chiens de catégorie en gros. Mais ça dépend sur quel formateur tu tombes. Il y en a qui sont plus ou moins bien, donc en fait il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles, et chacun fait un peu à sa sauce, et c'est ça le problème. Ça dépend où tu l'as fait, tout à fait, voilà. Super thème, chien qui aboie, cause et gestion, ça serait top la conf sur les premiers conseils. Ok, parfait. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous mets un petit... Je vais faire ça sur Facebook, ce sera plus simple parce que vous pouvez rajouter facilement des propositions. Et comme ça, vous pouvez vous inscrire directement dessus, me dire qui est motivé, etc. Ce sera plus facile. Et puis on voit pour une date ultérieurement. Voilà. Gestion d'une consultation avec un chien présentant des troubles du comportement, précautions à prendre, etc. Comment... voilà. Oui, c'est ça. En gros, une consultation sur les préconisations. Parfait, ça me va bien. Allez, super. Et bien, bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Et merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. C'était chouette et je suis contente que ça ait bien marché.